La chute de Nicolas Maduro symbolise-t-elle une ère nouvelle dans la politique de Donald Trump? Pour y répondre, nous avons avec nous Vadim Kamenka, chef du service international de l'humanité. Bonjour Clara. Bonjour Vadim. Et nous avons aussi Christophe Deroubé, grand reporter à l'humanité. Bonjour. Bonjour Christophe. Donc samedi 3 décembre, Donald Trump a lancé l'opération militaire Absolute Resolve au Venezuela. Les États-Unis ont bombardé Caracas. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été kidnappé avec sa femme Cilia Flores. Ils se trouvent actuellement aux États-Unis. Ils vont être présentés devant un juge à New York dans la journée et ils risquent la prison à vie. Cela fait plusieurs mois que Donald Trump accuse Nicolás Maduro de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne vers les États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis à prendre le pouvoir au Venezuela, Vadim ? Plusieurs choses. Après, je pense que Christophe, lui, détaillera sur la stratégie américaine, puisqu'il l'a longuement étudié ce matin dans le quotidien du jour. Pourquoi ? En fait, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années, parce qu'il faut se remémorer et revenir un peu en arrière, mais sur la prise du pouvoir au Venezuela par ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, notamment menée par Hugo Chavez à la fin des années 90. Dès son accession au pouvoir en 2000, aux années 2000, 2001, 2002 même surtout, il y a eu une tentative de coup d'État pour détrôner à l'époque Hugo Chavez. Après, il y a eu des révoltes qui étaient organisées par la droite et l'extrême droite au Venezuela en 2010, où on sait que les États-Unis étaient partie prenante. Donc c'est une stratégie de renversement qui n'est pas nouvelle par rapport au Venezuela. Il y a une volonté, bien sûr, politique, puisque c'était un État gouverné par la gauche et une tentative d'émancipation de l'impérialisme pour aller vite américain. Donc c'est ancré depuis maintenant plusieurs décennies. Là, ça arrive aussi après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plutôt de tensions. Depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, il a fait du Venezuela une volonté claire et nette, c'est d'un changement de régime. Il a pris là le prétexte de la drogue, mais on a vu tout ce qui a été fait aussi autour du pétrole. On était ici encore quelques semaines pour parler de l'arraisonnement des différents pétroliers. Donc c'est une stratégie en fait qui s'est accélérée de Donald Trump au fur et à mesure de son année de mandat. Donc voilà, c'est pas ça vient pas de nulle part. C'est pas Donald Trump qui s'est réveillé un matin pour dire bon voilà, on va enlever et kidnapper quand même un président en violant toutes les règles internationales d'un État souverain pour l'emmener quand même à New York. Et donc, en effet, il sera jugé. Alors, je ne sais pas, il faudra voir après sur quel argument et quelle légalité internationale il peut être jugé à New York. Donc, ça sera à 12h heure locale, donc 18h heure française. Mais voilà, en gros, pour répondre un peu rapidement à cette première question. Mais pourquoi le Venezuela plus qu'un autre pays ? Parce que il y a une volonté politique, c'est-à-dire que c'était un autre modèle, de par la redistribution des richesses par rapport à la politique qui était menée par cet État-là. Après, on pouvait être critique parce que on va dire que il y a Hugo Chavez, puis là Nicolás Maduro qui a pris sa succession. On peut avoir des critiques sur l'organisation du pouvoir, sur une certaine transparence et tout, mais c'était un État souverain et donc qui menait sa propre politique, en effet, d'émancipation, notamment autour des réserves de pétrole, puisque ça fait partie en tout cas des revendications qui ont été émises pour expliquer en tout cas une partie du kidnapping et de la prise d'otages qui a eu lieu donc il y a 2 jours maintenant au Venezuela. Mais c'est pas la seule chose. On voit qu'aujourd'hui les États-Unis veulent accélérer cette reprise en main du continent sud-américain, puisque là il s'en est pris à Nicolás Maduro, il s'en est pris aussi à Gustavo Petro, il s'en est pris aussi à la présidente colombienne. Donc on voit que c'est un ensemble de choses qui dictent le tempo américain, mais ça, encore une fois, Christophe le présentera davantage. Mais c'est vraiment une volonté aujourd'hui de refaire, même s'ils n'ont jamais quitté l'Amérique du Sud. Je veux dire, Joe Biden a poursuivi finalement les mêmes stratégies qui ont été de ses prédécesseurs, de refaire en fait de l'Amérique du Sud une arrière-cour, guidée en effet par la logique énergétique, puisqu'on sait que c'est quand même un des leviers sur lesquels Trump s'appuie, aussi bien en Amérique du Sud, mais on le voit aussi en Ukraine, on le voit aussi par rapport à ce qu'il veut imposer aussi aux Européens, ou par rapport aussi à la Russie.
On le voit, mais aussi il y a tout l'aspect politique, parce que le Venezuela restait un contre-modèle, on va dire, à la domination américaine, avec Cuba, avec le Brésil aussi aujourd'hui, avec Lula, par le passé aussi avec l'Argentine avant que Milei revienne au pouvoir, et encore maintenant les deux plus gros pays que sont la Mexique et la Colombie dans ce continent. Dans le chat, on a une question. Comment est étayée l'accusation de trafic de drogue ? Ben ça fait partie des arguments de narcotrafic, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis même la tête de Nicolas Maduro à prix. Je sais plus, je crois que c'était 40 millions. 50 millions, voilà. Donc sa tête était mise à prix parce que voilà, l'argument était de dire que le Venezuela était un État trafic au même titre que la Colombie ou le Mexique, ce qui est totalement faux. Et puis dans la logique, on va dire, des États-Unis, on l'a vu encore récemment, ils ont quand même libéré l'ancien président du Honduras, pour le coup, lui qui était condamné pour diriger un cartel de drogue et pour faciliter justement le trafic de drogue. Donc c'est des accusations qui étaient mensongères, mais qui ont permis en fait de multiplier les déclarations et les interventions, puisque du coup la DEA était partie prenante de cette opération. Et on a vu, c'est une mise en place au fil des mois. C'est-à-dire qu'il y a des troupes américaines qui ont été déployées en masse dans les Caraïbes. Ils ont mené, on l'a dit, des arrêtements sur différents pétroliers. Ils ont mené des frappes aussi sur des bateaux de pêcheurs vénézuéliens ou des bateaux de trafiquants de drogue. Ça faisait scandale aussi aux États-Unis. On en a plusieurs fois parlé aussi ici, mais je veux dire, auprès du Sénat et du Congrès, on a vu que ça, il y avait des enquêtes qui étaient menées sur ces bombardements, puisqu'il n'y avait aucune légalité internationale. Donc voilà, ça fait partie en fait du récit américain pour légitimer quelque chose qui viole toutes les règles internationales. Christophe, est-ce que tu pourrais nous parler de la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée par l'administration Trump en décembre ? Est-ce que ce document annonçait la chute du gouvernement de Maduro ? Oui, je peux en parler, je peux le faire. Bonjour à tous. Oui, alors ce document a été publié début décembre 2025 et il contient, alors bon, il est très vaste, mais il contient notamment un point qui s'appelle le corollaire Trump, la doctrine Monroe. Alors, un mot quand même sur la doctrine Monroe, mais c'est de l'histoire, mais souvent on interprète mal ce qu'est la doctrine Monroe. Monroe, c'est un président américain, donc le 5e, je crois, 4e, qui en 1823 dit, donc dans un contexte historique précis, quelques années après la dernière guerre entre les États-Unis indépendants et l'Angleterre, et sa doctrine, c'est les affaires, pas d'intrusion de puissances étrangères dans les affaires des Amériques, et en retour, pas d'intrusion des Américains dans les affaires européennes. Donc en gros, c'est chacun chez soi. Mais on dit souvent que la doctrine Monroe, c'est une doctrine qui fait de l'Amérique latine l'arrière-cour des États-Unis, ce qui n'est pas vrai. En fait, c'est le corollaire Roosevelt, donc au début du XXe siècle, était président entre 1901 et 1909, qui institue une politique ouvertement impérialiste. Ça commence avec la guerre contre l'Espagne à Cuba en 1898, donc un peu avant Roosevelt, mais Théodore Roosevelt le théorise en disant nous avons, en gros c'est ce qu'on appelle le précaré ou l'arrière-cour, et nous pouvons utiliser la force contre des régimes qui ne nous conviennent pas. Voilà, donc juste un petit point quand même. Et donc le corollaire Trump, en fait, c'est de renouer avec la doctrine Roosevelt, mais dans un contexte particulier, et de faire à la fois il y a une dimension évidemment contre les pays d'Amérique latine. Bon, Vadim a dit des choses sur le Venezuela, qui est l'ennemi public numéro 1 des administrations américaines depuis 20 ans, depuis l'élection de Chavez. Mais c'est aussi un premier domino. Et donc à tous les autres pays, Vadim l'a cité aussi, les menaces ouvertes contre de Marco Rubio contre Cuba, de Donald Trump contre Gustavo Petro, le président de Colombie, et Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. Donc c'est à la fois les pays latinos sont la cible parce que Trump veut les contraindre à mener des politiques en matière antidrogue et en matière de migration, qui sont les politiques que souhaite Donald Trump. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième cible derrière, c'est la Chine. La Chine est devenue Donc, en gros, le corollaire Trump, c'est ça.
c'est viser la Chine et contraindre les pays latino-américains à mener des politiques de migration et anti-drogue telles que le souhaite Washington. Voilà, je ne fais pas plus long parce qu'après, je vais partir dans un tunnel pour Mais, répondre à la question. mais du coup, est-ce que ça annonçait la chute indirectement du Bah, gouvernement? ça dessine un cadre théorique avec cette espèce de faux-nez qu'est la lutte contre la drogue. Parce qu'on sait très bien que le Venezuela exporte de la cocaïne. Enfin, le pays, enfin, l'État du Venezuela par la cocaïne. Mais cette cocaïne arrive en Europe. Et le gros problème que connaissent les États-Unis en ce moment, c'est le fentanyl. Et le fentanyl n'est pas produit par le Venezuela. Quasiment pas dans des. En revanche, le Mexique, oui. D'où aussi d'ailleurs la menace vis-à-vis du Mexique en disant c'est un avertissement, il faut le prendre comme un avertissement. Hein. Alors, il y a encore plein de choses, on y reviendra, qui sont quand même très très floues sur la façon dont ils vont s'y prendre. On n'est pas au bout du chemin, même de leur point de vue à eux. Mais en tout cas, oui, la stratégie annoncée, nous avons le droit d'intervenir sur le continent, ce qu'ils appellent eux l'hémisphère occidental, donc sur le continent américain au sens large, pour mettre en œuvre notre stratégie globale, de compétition avec la Chine, et une dimension plus intérieure de lutte contre la drogue et des migrations. Et est-ce que cette stratégie de sécurité nationale est en rupture avec ses précédentes prises de position? Ou est-ce que c'est la continuité? Non, il y a des formes de continuité, évidemment. Il y a aussi des formes de rupture. Les États-Unis avaient quand même pris acte, on va dire, depuis... le Venezuela, c'est vraiment un cas d'espèce. Mais les États-Unis ont pris acte depuis l'élection de Lula, à peu près. Du fait que l'Amérique latine avait une vie autonome. Alors, ils ont mené des coups tordus à droite à gauche. Mais par exemple, quand je me souviens, je ne sais plus quelle année, en 2000, la réélection de Lula face à Bolsonaro, 2022, 3, je ne sais plus, peu On importe. peut vérifier. L'administration Biden fait passer un message à l'armée brésilienne. Lula était devant de peu et Bolsonaro était tenté de faire entrer l'armée dans la scène politique. Et l'administration Biden a fait passer un message, ne sortez pas l'armée des casernes, restez là, respectez le processus démocratique. Là où il y a 30 ou 40 ans, sans remonter à Pinochet en 73, Washington se serait empressé de s'appuyer sur l'armée locale, de laisser faire l'armée pour renverser un pouvoir de gauche. Donc c'est quand même une rupture, mais une rupture qui du coup renoue avec ce qu'était l'attitude des États-Unis pendant la guerre froide, d'une certaine façon. Et donc du coup, Lula a été élu en 2022. Oui, c'est ça. 2022, c'était ça, d'accord. Les prochaines élections auront lieu cette année, du coup, oui, puisqu'on est passé en 2026. Et oui, 2026. c'est un mandat de 4 ans comme aux États-Unis. Ouais. Du coup, sur les réseaux sociaux, Donald Trump a communiqué sur ses opérations militaires. On va regarder quelques vidéos. Hop là. Sur son réseau social, il a mis 7 vidéos avec 7 musiques. Donc on voit l'armée des États-Unis bombarder Caracas et plusieurs heures plus tard, donc Nicolás Maduro a été arrêté et on a vu cette vidéo être diffusée sur les réseaux sociaux où on voit le président vénézuélien escorté vers la DEA à New York. Qu'est-ce que ces vidéos disent de la communication de Donald Trump et qu'est-ce qu'il essaye de manifester avec ça? Pour moi, je peux... Peut-être Christophe, ouais, quand même. Ouais. Bah, c'est du Donald Trump, c'est-à-dire c'est totalement décomplexé. Là où avant les gouvernements américains faisaient plus ou moins des coups en douce, les coups tordus en douce, lui, il les fait ouvertement. Il ne cache pas que qu'il vise le pétrole, notamment. À mon avis, c'est pas le seul objectif. Hein. On parle beaucoup du pétrole, et à juste titre d'ailleurs. Hein. Mais il y a un objectif
profondément politique et géopolitique là-dedans, c'est de mettre au pas tous les, je redis un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de remettre au pas tous les régimes qui sont ne serait-ce qu'un peu en décalage avec ce que souhaite Donald Trump et son administration, hein. Donc voilà, il le fait de manière totalement décomplexée. Et ces images, en fait, c'est une sorte d'avertissement aux autres. C'est-à-dire nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons envoyer notre force militaire, nos militaires dans n'importe quel pays, retirer le président à partir du moment où il y a une plainte. Il y a une plainte contre Maduro, une instruction de la justice américaine, mais qui est instrumentalisée évidemment depuis Maduro, depuis 2020. Hein, on l'accuse d'être à la tête du narcotrafic. Bon, on verra ce que donnera la justice. Mais enfin, c'est pas nouveau non plus que la DEA, qui est l'agence fédérale anti-américaine, est une sorte d'outil de la CIA pour renverser les régimes, non pas qui font du trafic ou qui ne luttent pas suffisamment contre le trafic, mais qui sont des dissidents politiques, en fait, hein, des traitements des dissidents politiques. Donc, sa communication, c'est du fond, ça renvoie à du fond. C'est prenez garde. Avant de s'intéresser justement jusqu'où pourrait aller Donald Trump, on va aussi revenir sur la situation actuelle au Venezuela, parce que donc, Donald Trump dit avoir pris le pouvoir. Dans les faits, c'est la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui assure l'intérim. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement vénézuélien et pour les Vénézuéliens ? C'est la grande question. Non, mais oui, pour l'instant, c'est Delcy Rodriguez, puisque c'est comme ça que fonctionnent les institutions. C'est qu'une fois que le président a été, là, pour le coup, cas de force majeure, enlevé par les États-Unis, c'est elle qui se retrouve à la première position pour diriger l'État. Donc ça a été validé par la Cour suprême. Elle a rencontré donc hier l'armée, qui lui a approuvé son soutien. Donc elle a fait un premier discours où justement elle dit d'ailleurs monter une commission pour demander la libération quand même du président élu Nicolas Maduro. Elle ouvre la voie à une autre diplomatie avec les États-Unis. Alors je ne sais plus exactement les termes, en tout cas elle propose cette solution. Maintenant, en effet, c'est comment ça va se passer en interne, parce que on sait très bien qu'il y a la droite, on va dire, qui reste aussi importante au Venezuela, pas forcément vouloir en tirer profit. Donc on avait déjà vu quelques manifestations. Il y a une droite aussi encore plus extrême, on l'a vu avec Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix, mais qui est plus à l'extérieur, on va dire du pays. Elle est plutôt minoritaire. Mais est-ce que Donald Trump pourrait la choisir et la désigner à la tête du pays ? Il peut, mais sauf qu'il y a aussi aujourd'hui des institutions, et je veux dire, lui il a dit de toute façon, c'est en gros il faudrait qu'elle fasse ce qu'on lui demande, mais il y a quand même, je veux dire, un cadre institutionnel, il y a une armée, il y a une Cour suprême, il y a un peuple, donc il y a une nation souveraine. Bien sûr que, je veux dire, il n'a pas mené une telle opération pour après, du jour au lendemain, finalement, si jamais elle ne va pas dans son sens, laisser les choses aller. Mais je pense que comme il y a plusieurs, en fait, je pense qu'on est qu'au début de la situation. Il y a ce que rappelle Christophe, c'est aussi un signal envoyé, je pense, à l'ensemble des dirigeants sud-américains qui ne veulent pas suivre les États-Unis sur un certain nombre de choses, aussi à l'égard de la Chine, aussi à l'égard de la Russie, peut-être à l'égard de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, on peut interpréter aussi ce signal comme un coup de force pour dire, voilà, on est les États-Unis, on est numéro un, et si on décide de rompre le droit international, on peut le faire aussi, et de manière, on va dire, avec une opération majeure, parce que quand même, d'arriver dans un pays et kidnapper un président, c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pour ça aussi, cette vidéo-là, c'est pour montrer et faciliter ce récit, de dire, nous, on est capable de mener de telles opérations. Alors, ils l'ont déjà fait par le passé, mais là, en plus, avec les réseaux sociaux, à l'heure de la vidéo et tout, je veux dire, ça a une caisse de résonance et une menace qui est en effet qui est rendue de manière internationale. Sur le Venezuela, ça tombe bien parce qu'on a envoyé un journaliste qui devrait pouvoir y être à partir de demain, parce que là il essaie de passer la frontière entre la Colombie et le Venezuela. On en saura un peu plus, mais on le voit que mine de rien il y a eu des manifestations aussi de soutien à Nicolas Maduro, mais on est qu'au début du processus, parce que qui pouvait deviner cet enlèvement? Aujourd'hui par contre il y a des règles démocratiques qui fonctionnent, c'est une république bolivarienne. Donc, il faut voir comment ça évolue. Aujourd'hui, en effet, c'est Delcy Rodriguez qui est la dirigeante. Va falloir maintenant compter avec elle, voir ce qu'elle propose, ses soutiens. En tout cas, on sait aujourd'hui, puisqu'elle a rencontré l'armée hier,
qu'elle a le soutien de l'armée. Donc il faudra voir un peu dans les prochaines heures. Pour revenir sur le peuple, sur les Vénézuéliens, tu l'as dit rapidement, il y a eu des manifestations pour le retour de Maduro, mais il y a aussi eu des fausses images de manifestations qui ont été diffusées. Il y a aussi sur les réseaux sociaux des vidéos de Vénézuéliens qui font la fête, qui célèbrent la chute de Nicolas Maduro. Comment ils ont réagi en fait? Et comment pourraient-ils réagir à l'avenir? En n'étant pas sur place, c'est un peu compliqué de tout voir et surtout tout analyser. Ce qu'on peut dire, c'est encore une fois, c'est que la société vénézuélienne était fracturée en plusieurs pôles, on va dire politiques. Il y avait le PSUV, donc le parti au pouvoir. Il y avait aussi le Parti communiste vénézuélien, mais qui faisait partie en fait, d'une coalition large qui au pouvoir. Il y avait la droite, avec à l'intérieur de la droite plusieurs tendances. On a vu celle qui a reçu, par exemple, le prix Nobel de la paix, qui était Machado, qui est vraiment une droite extrême, voire extrême droite, qui, elle, appelait un renversement de régime par tous les moyens possibles. Elle était d'accord avec une opération de type ce qui s'est passé là, il y a plus de 48 heures. Il y a une droite, on va dire, qui se pliait aux jeux et aux règles démocratiques, qui participait aux élections et qui en tout cas, continuait de manifester, on va dire, démocratiquement à l'intérieur du Venezuela. Donc, en fait, ces différentes tendances, faudra voir après comment elles se manifestent. Bien sûr qu'aujourd'hui, la droite sur place ou la droite, on va dire, extrême qui est sur place, mais surtout beaucoup de ces dirigeants sont quand même à l'étranger aujourd'hui, Machado compris, vont vouloir tirer profit de ce scénario-là pour imposer un changement de régime, parce que c'est là où on l'aborde. Il y a la question du pétrole, Christophe l'a rappelé, mais aussi la question politique derrière, parce que c'est vraiment une volonté politique et un signal politique qui est envoyé aujourd'hui par Donald Trump. D'ailleurs, Christophe, jusqu'où Donald Trump est capable d'aller? Quels sont les autres pays qui pourraient voir sur leur territoire une opération militaire des États-Unis? Je pense que c'est un peu prématuré de répondre. D'abord, je n'ai pas l'élément de réponse. Et si j'avais un élément de réponse, je ne serais peut-être pas ici à vous parler. Je suis en train de vendre mes informations au plus offrant. Non, sérieusement. Je pense que c'est un peu prématuré. Je vais essayer de dire pourquoi. On n'est pas encore au bout de l'opération au Venezuela, parce que le but, ce n'est pas seulement d'enlever Nicolas Maduro pour le traduire devant la justice états-unienne. D'ailleurs, je viens de lire très rapidement, en diagonale, pendant que vous parliez, l'acte d'accusation qui va être rendu public, enfin qui est public d'ailleurs. Hein. Il y a peu de choses spécifiques, d'accusations spécifiques, outre importation de cocaïne aux États-Unis. Et par rapport à l'acte d'accusation de 2020, ce qui est drôle, c'est que toutes les mentions au Honduras ont été virées. Le Honduras, dont le président a été convaincu d'être un narcotrafiquant et qui vient d'être gracié par Donald Trump. Bon, bref, ça c'est une chose. Donc on n'est pas au bout de l'opération. L'enlèvement de Maduro, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est ou le changement de régime ou la mise au pas du régime pour qu'il soit en coordination parfaite avec Washington. La vice-présidente, l'ancienne vice-présidente qui est devenue la présidente, n'a pas dit ça. Et même on voit que du côté de Washington, la deuxième étape est encore en débat. C'est d'un côté, Donald Trump dit c'est nous qui allons diriger le pays. De l'autre côté, Marco Rubio dit non, mais vous avez mal compris. Il a pas dit ça. Donald Trump, il a dit, il joue sur le mot to run en anglais. Il dit nous allons diriger les politiques de. Donc voilà. Peut-être ont-ils pensé, on ne peut qu'émettre que des hypothèses à ce stade. Peut-être ont-ils pensé que cette spectaculaire opération militaire, dont seuls les États-Unis sont capables, dire c'est un budget de 1000 milliards de dollars annuellement, c'est-à-dire c'est un tiers du PIB français. Hein, c'est le budget de l'armée américaine, pour donner un peu une idée. Donc seuls les États-Unis sont capables de faire ça dans le monde. Et peut-être ont-ils pensé que ça suffisait pour mettre au pas ou éventuellement pour faire tomber le régime. Ce qui ne semble pas se dessiner pour l'instant. Donc la deuxième étape maintenant, c'est si le gouvernement, les institutions vénézuéliennes restent telles que faire? Rester en l'état, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau. Donc Donald Trump n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol, il l'a dit. Marco Rubio dit non, mais c'est pas tout à fait ça. Alors est-ce que c'est concerté entre le côté, vous savez, good cop, bad cop, gentil flic, méchant flic? Peut-être, mais on voit quand même qu'il y a
il y a un petit nœud de contradiction dans la stratégie américaine, et en tout cas, elle ne peut pas rester là. Et donc, pour que le Venezuela puisse faire vraiment avoir son effet démonstratif auprès d'autres pays, hein, le Mexique, la Colombie, il faut qu'ils aillent au bout du Venezuela. Et en l'état, je le répète, stratégiquement, ils ne peuvent pas être au bout de ça, si ce n'est à reconnaître une forme d'échec. C'est clair ce que je Ah viens ouais. de... Et Ouais. j'avais juste une question pour Christophe sur l'aspect politique interne aux États-Unis. Euh, alors on a un reportage c'est Sylvie Laurent, c'est ça, qui nous a fait un petit papier sur les manifs à New York. Sarah Laurent. Pardon, Salvara. Oui, Sylvie Sylvie Laurent, Laurent, c'est l'historienne, ouais. euh, non, sur la réaction politique aux États-Unis, par exemple au Congrès, par les démocrates, etc. Est-ce que ça peut entraver la stratégie de Donald Trump ou pas du tout? Non, je pense pas trop, parce que Donald Trump a marché une fois de plus sur le Congrès. Hein, il n'a pas demandé d'autorisation. C'est aussi une façon pour lui en interne, hein, c'est Hmm. pas le point principal, mais de continuer à étendre le champ de l'exercice de compétences présidentielles. Il y a eu chez les démocrates, il y a eu deux types de réactions. Il y a des réactions très claires et très nettes, euh, plus de l'aile gauche, mais pas uniquement, en disant contravention au droit international. Et il y a une autre frange des démocrates qui est un peu plus embêtée, en disant oui, alors bon, c'était une dictature, mais on peut pas vraiment s'y prendre comme ça. Donc les démocrates sont un peu plus emberlificotés, par exemple. J'ai pas vu la réaction parce qu'elle n'existe pas, enfin elle n'existait pas ce matin, de Gavin Newsom, qui est le Hmm. gouverneur de Californie, et qui est l'un des prétendants, a priori, même s'il n'est pas déclaré, à la prochaine primaire démocrate pour l'élection présidentielle, là où Alexandria Ocasio-Cortez, qui n'est elle aussi pas déclarée, mais dont on dit de plus en plus qu'elle va se présenter à la présidentielle, a eu une prise de position très, très claire contre cette aventure de changement de régime. Et du coup, pour revenir au Venezuela et à l'échelle régionale, quelles pourraient être les conséquences de cette opération militaire? Ah. C'est un peu ce que dit Christophe, c'est-à-dire on est dans une première phase. C'est-à-dire que là, il y a eu la prise, la prise du président vénézuélien et de l'amener aux États-Unis. Comment va se positionner maintenant le régime vénézuélien? Ça dira en tout cas de tout de ce qui peut être la suite aussi pour le continent sud-américain. Forcément, les menaces là aujourd'hui vis-à-vis du Mexique, de la Colombie et surtout de Cuba, parce que je pense qu'en effet le prochain pays, en tout cas, qui est quand même visé et surtout qui est toujours sous sanction, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, pareil, si on monte le film, on n'a pas parlé, mais le Venezuela, depuis maintenant quoi, 1 mois, 2 mois, était sous sanction pétrolière. C'est-à-dire que les États-Unis, bon, ils appareillaient différents pétroliers, mais ils interdisaient au Venezuela d'exporter leur pétrole, ce qui est quand même une des principales mannes financières. Mais Cuba est quand même sous sanction depuis des décennies, vivait quand même grâce à un allié qui est le Venezuela. Aujourd'hui, forcément, si il y a changement de régime, ou en tout cas si un régime qui est plus favorable aux États-Unis, ça va devenir de plus en plus difficile pour Cuba, qui est quand même dans une grande crise économique, qui a de moins en moins de soutien sur le plan international. Parce que mine de rien, les sanctions américaines font peur aussi, parce que il faut rappeler avec la guerre en Ukraine, avec Cuba, avec le Venezuela, la mainmise aussi financière et économique des sanctions que font poser Washington à différents régimes. Elle est réelle, je veux dire, quand on veut commercer avec Cuba, ça passe par des établissements bancaires, et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir le faire, parce que le dollar permet aussi des sanctions et un outil massif, on va dire, pour une politique étrangère américaine. Donc voilà. Pour le continent, les suites, ça va être de voir si les menaces qui ont été émises par Washington vont aller au bout. Mais comme le dit Christophe, on est vraiment qu'au début, je pense, de l'impact de ce qui s'est passé maintenant il y a 48 heures. Est-ce qu'il y aura un changement de régime ou pas au Venezuela? À partir de là, je pense ça va dérouler, quoi. Et, en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même des pays avec des présidents qui ont été élus, le Mexique et la Colombie. Est-ce qu'ils peuvent faire ce même type d'opération au Mexique et en Colombie? Militairement, certainement, mais ça veut dire que ça a été, je pense,
une très longue opération à mettre en place, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils sont en possibilité de réitérer ce même type d'opération. Voilà. Et concernant l'ordre mondial, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir des conséquences? Oui, alors ça, pour le coup, mais pas que par Donald Trump. Je pense qu'en fait, on arrive dans une certaine fuite en avant de l'utilisation du droit à la force. Alors, c'est même pas un droit d'ailleurs, mais l'utilisation à la force. Parce que, bon, là, il y a carrément une opération qui a été menée pour prendre un président élu dans un pays souverain, mais il y a encore quelques années en arrière, on peut parler de l'invasion, par exemple, de l'Ukraine par la Russie. On peut parler aussi de tout ce qui s'est passé autour de Gaza, même s'il y a eu un accord de paix, finalement, rien n'a aujourd'hui, un accord de paix avec des guillemets, mais rien n'a été réglé. Je veux dire, il y a un génocide qui a été commis. Pareil, on peut le voir sur un certain nombre de crimes de guerre dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Finalement, le recours à la force aujourd'hui n'est plus limité. Ce qui, on peut se dire, après 1945 et la création de l'ONU, d'un certain nombre de cadres, on va dire, internationaux, la justice internationale, on avait quand même, mine de rien, des rapports de force qui étaient soumis à certaines règles. Bon, ça pouvait fonctionner ou pas fonctionner. Il y a quand même eu la guerre froide, des coups d'État, et ça, Christophe l'a rappelé, dans le continent sud-américain, qui ont été nombreuses. Il y a des conflits, il y a eu les interventions quand même en Irak, il y a eu les interventions, je veux dire aussi en ex-Yougoslavie. Il y a eu différentes opérations qui ont été occidentales, qui n'ont pas forcément respecté aussi le droit international. Mais on voit aujourd'hui une accélération quand même et une mise à part des quelques rares garanties que pouvait se permettre la Charte de l'ONU ou d'autres instances internationales qui sont mises en branle par ce qui s'est passé là depuis maintenant 4-5 ans. Et c'est cette accélération qui fait peur, parce qu'aujourd'hui, comment justifier, par exemple, si, en effet, on peut parler de la Chine, si la Chine décide, je ne pense pas que ça soit le cas aujourd'hui, mais par exemple, de mener la même opération à Taïwan vis-à-vis d'un président élu. Quel reproche pourront faire, et notamment l'Occident et l'Europe, qui aujourd'hui, finalement, est assez silencieuse par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela et par rapport à l'attitude américaine. C'est encore une fois le deux poids, deux mesures. On a eu de cesse de répéter ces dernières années, mais entre ce qui se passe en Ukraine et les sanctions qui sont mises à l'égard de la Russie, qui est une bonne chose, voilà, on respecte ou pas le droit international, et finalement vis-à-vis d'Israël par rapport au génocide, ou là par rapport aux États-Unis qui peuvent se permettre, eux, de violer le droit international. C'est des signaux qui sont envoyés aux pays du Sud et à d'autres pays qui peuvent dire, bon, bah, finalement, le droit international, on peut en faire ce qu'on veut. Après tout, il n'y aura pas de sanctions, ou sinon il y aura des sanctions, mais finalement, si on est faible. Est-ce qu'avant qu'on passe aux questions du chat... Je veux bien dire un mot là-dessus, ouais, très bien. sur la question, sur la stratégie de Donald Trump et de l'administration Trump au regard du droit international. En fait, les États-Unis de Donald Trump sont les principaux destructeurs d'un système multilatéraliste qui a été mis en place en 1945, Vadim le mentionnait, notamment par les États-Unis de Franklin Delano Roosevelt. Et c'est un des aspects que vous retrouverez. Je fais un peu de pub dans le prochain Humanité Magazine. Je fais les 7 travaux de démolition de Donald Trump, dont un sur la restauration de l'hégémonie américaine. Et Marco Rubio, lors de son audition de confirmation face au Sénat, avait dit, je retrouve la phrase et je l'ai ici quelque part, l'ordre international, l'ordre mondial d'après-guerre n'est pas seulement obsolète, il est désormais une arme utilisée contre nous. Et en fait, l'analyse que fait une partie des élites des États-Unis, parce qu'on parle toujours de Donald Trump, le mec est pas seul, il y a des gens qui réfléchissent autour, il y a l'appareil de sécurité collective, voilà. Et donc, l'analyse qui est faite, c'est que le multilatéralisme, tout ce qui a été mis en place est appliqué de manière imparfaite depuis 1945. Donc l'ONU et tous les organismes, les décisions partagées, la coopération, dans un monde qui est devenu beaucoup plus complexe, voire multipolaire. Tout ça sont des freins mis à la puissance et à l'hégémonie américaine. Donc il faut se libérer de tout ça. Donc on voit bien que ça passe évidemment pas par l'ONU, ça passe même pas par l'OTAN, enfin les États-Unis seuls. On a à un moment
Enfin, c'est un peu confus, j'essaie de remettre en ordre. On a dit il y a quelques années que Donald Trump était un isolationniste, l'America First. Bon, certains ont pu croire, se sont laissés berner en disant qu'il ne mènerait pas de nouvelle guerre. Mais en fait, Trump n'est pas un isolationniste, c'est un unilatéraliste. Voilà. Et donc, il a besoin, pour avancer, de casser tout ce qui a été construit à partir de 1945, qui était très imparfait. L'ONU est un outil très, très, très imparfait. Et donc, ça a un impact concret, parce que de toute façon, évidemment, il squeeze tous ces organismes, et puis il va continuer. Et il l'a fait pour Gaza, hein, dans une relation bilatérale avec Israël, et d'imposition d'un comité international que lui présiderait, en dehors de toute... alors, il a fait voter après une résolution de l'ONU, mais l'ONU n'y est absolument pour rien là-dedans. Donc on est sur quelque chose là d'assez profond, et une matrice de la politique étrangère de Donald Trump qui va continuer, clairement.